Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question, est-on toujours dans la Cinquième République? Car ne pas être dans la Cinquième, ce serait factuellement une dictature qui ne porte pas son nom, si ce n'est une oligarchie. La Constitution française est claire, la souveraineté nationale appartient au peuple, article 1er de l'article 3. Pourtant, depuis 50 ans, les décisions majeures ne viennent plus du peuple. Loi de 1973, Maastricht, Lisbonne, 49.3, retraite, autant de preuves d'un système qui ressemble de plus en plus à une oligarchie déguisée en démocratie. Aujourd'hui, la Cinquième République est-elle encore démocratique, ou n'est-elle qu'une façade destinée à préserver les intérêts d'une minorité politique et financière? Je vous laisse apprécier la dernière sortie d'un incompétent notoire qui démontre un viol de la Constitution. En effet, la Constitution est claire, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Comme disait Coluche, qui a été candidat à la présidentielle avant d'abandonner par crainte pour sa vie, je cite, « Les hommes politiques, il y en a qui deviennent honnêtes, quand ils arrêtent. » La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, exercé soit directement par référendum, soit indirectement par ses représentants. L'oligarchie, c'est le pouvoir concentré entre les mains d'une minorité, qu'elle soit politique, financière ou technocratique. Une dictature douce, ou démocratie capturée, c'est quand les institutions restent en place, mais que les décisions sont confisquées. La France est présentée comme une démocratie, mais son fonctionnement concret est celui d'une oligarchie politico-financière. En 1973, sous Pompidou et Giscard, une loi change tout. Désormais, la Banque de France n'a plus le droit de prêter directement à l'État, à taux zéro. En conséquence, pour financer ses dépenses, l'État doit emprunter sur les marchés, c'est-à-dire auprès des banques privées, et leur payer des intérêts. Soit 2000 milliards en 50 ans. C'est un engrenage, au lieu d'investir dans l'économie réelle, la France s'endette pour enrichir le système bancaire, de 2000 milliards. Sans cette loi, notre dette serait de 1200 milliards, soit presque 3 fois moins. Et Bayrou ose nous dire que nous dépensons cette dette. Notre dette actuelle dépasse les 3200 milliards d'euros, dont 1500 à 1800 milliards d'euros d'intérêts. En 2005, les Français votent. Ils rejettent le traité constitutionnel européen à 55%. Un non clair, net et démocratique. Mais 3 ans plus tard, en 2008, le Parlement sous la présidence de Sarkozy adopte quand même le traité de Lisbonne, qui reprend l'essentiel du texte refusé par le peuple. En ignorant ce vote, les élites politiques ont montré que, quand le peuple dit non, elles trouvent toujours un moyen de dire oui à sa place. C'est un cas d'école de mépris de la souveraineté du peuple, un autre viol de la Constitution. Mais personne ne dit rien, même pas le Conseil constitutionnel ou le Sénat. Le 49.3 est devenu l'arme favorite des gouvernements. Il permet de faire adopter une loi sans vote parlementaire. Résultat, des réformes majeures passent de force, sans débat démocratique réel. Et ce n'est pas tout. Après les attentats de 2015, l'état d'urgence est instauré. Il dure 2 ans, puis ces mesures sont intégrées directement dans le droit commun. Ce qui devait être exceptionnel est devenu permanent. Les libertés reculent, au nom de la sécurité. Les retraites ont été réformées encore et encore. En 1993 avec Balladur, en 2003 avec Fillon, en 2010 avec Woerth, et plus récemment en 2023 avec Macron. À chaque fois, la même logique, allonger la durée de cotisation, repousser l'âge de départ, réduire les droits. En 2023, la réforme a même été imposée par un 49.3, sans vote. Et en 2008, sous Nicolas Sarkozy, des milliards ont été ponctionnés directement dans les caisses de retraite, aggravant encore la fragilité du système. Au fil des années, c'est toujours le peuple qui a payé la facture. Le peuple travaille plus, pour moins de droits, et une forte baisse des salaires selon Eurostat. En 2016, la loi Sapin II passe presque inaperçue, et pourtant, elle change tout. Elle autorise l'État, en cas de crise financière, à bloquer les retraits sur l'assurance vie. Concrètement,
cela veut dire qu'un citoyen peut être empêché de récupérer son propre argent, placé toute une vie. Un outil pensé pour sauver le système, mais au détriment des épargnants. Avec le mécanisme ARENH, EDF est obligé de vendre une partie de son électricité nucléaire à perte à ses concurrents privés. Le prix auquel EDF produit son électricité est d'environ 42 € le mégawattheure, selon la Cour des comptes. Mais avec l'ARENH, elle doit la céder à seulement 42 € le mégawattheure depuis 2010, alors que sur le marché, le prix de vente a souvent dépassé 200, 300, voire 500 € mégawattheure lors des pics récents. EDF perd des milliards chaque année, ses concurrents privés s'enrichissent, et les citoyens voient leurs factures d'électricité exploser. Pour bien comprendre, nous avons payé des milliards pour le nucléaire, et nous payons aujourd'hui au prix du gaz allemand. On marche sur la tête, et ce n'est pas une obligation de l'Europe, mais un choix assumé de Macron. Pour bien comprendre, selon la Commission de régulation de l'énergie, en 2025, vous payez votre électricité 6 fois plus cher que son coût réel. Et pendant ce temps EDF est endetté, et a perdu plus de 17 milliards en 2024. EDF appartient aux citoyens, pas à l'État qui est un simple gestionnaire. Ce gestionnaire met EDF en faillite, dixit les deux ex-PDG d'EDF. Selon l'INSEE et la Commission de régulation de l'énergie, le tarif a augmenté de plus de 54% en 5 ans. Perte pour l'État et hausse des factures pour les citoyens. Voici une chronologie de lois et décisions politiques contre l'intérêt du peuple, mais pour l'intérêt du système financier et oligarchique. La Constitution dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et que la souveraineté nationale appartient au peuple. Si le peuple considère que l'État agit contre lui, en théorie, il peut retirer sa légitimité par des mécanismes de référendum, révision constitutionnelle ou changement d'État. Il existe des mécanismes légaux déjà utilisés en 1789. La Déclaration des droits de l'homme affirmait que le but de toute organisation politique est de protéger les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. En 1793, la Constitution allait encore plus loin. Quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient, pour ce peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et en 1966, l'ONU a rappelé un principe universel, tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et enfin, la Convention de Vienne sur la succession d'États dit qu'un nouvel État n'est pas tenu de reprendre les dettes ni les traités de l'ancien. Donc si le peuple décide collectivement que la Ve République est illégitime, il peut créer une nouvelle République, et se délier des engagements passés. Comme on le voit, en théorie le peuple est souverain. En pratique, de nombreuses lois et traités ont réduit, voire annulé, ce principe fondamental. L'histoire de France montre que quand l'État agit contre le peuple, celui-ci peut le renverser. En 1789, l'Ancien Régime tombe, jugé contraire aux droits du peuple. En 1870, c'est la chute du Second Empire, remplacé par la Troisième République. En 1946, la Ve République naît de la volonté populaire après la guerre. Et en 1958, la Ve République est elle-même validée directement par référendum. À chaque fois, c'est la légitimité populaire qui a démis l'État existant. Les partis politiques dépendent largement du financement bancaire. Sans l'argent des banques, pas de campagne électorale, ce qui crée une dépendance directe vis-à-vis du système financier. La presse, elle, est concentrée entre les mains de quelques grands milliardaires, Arnault, Bolloré, Dassault. Résultat, l'opinion publique est orientée, formatée, contrôlée. Et au-dessus de tout ça, la technocratie européenne. À Bruxelles, des décisions majeures sont prises, sans aucun contrôle populaire direct. Enfin, les lois et les institutions verrouillent le système, les référendums sont rendus quasi impossibles, et les pouvoirs de l'exécutif sont renforcés au détriment de la volonté citoyenne. Nous ne sommes plus dans la Ve République, mais dans une oligarchie politico-financière. La Ve République n'est plus qu'une démocratie de façade. En droit, le peuple est souverain. Mais en réalité, il est privé de son pouvoir. Les décisions majeures, la dette, les retraites, l'énergie, l'Europe, les libertés sont imposées d'en haut, sans véritable choix citoyen. Peu à peu,
la Ve République a dérivé vers une oligarchie de survie. Un système où les élites protègent leurs propres intérêts, au détriment de la Constitution et de l'intérêt général. Je terminerai par Coluche une nouvelle fois, visionnaire, qui déclarait que la moitié des hommes politiques sont des bons à rien, et les autres sont des prêts à tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a intéressé, pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour soutenir ce travail indépendant. Votre soutien est essentiel pour continuer à donner la parole au peuple souverain. À très bientôt sur la chaîne.